Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les animations en CSS. Donc ça va être une vidéo d'introduction aux animations. On va passer en revue tous les arguments qui sont possibles d'ajouter à la propriété animation en CSS. Donc c'est parti. Donc déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'une animation? C'est une propriété en CSS qui va simplement faire passer un élément d'un état à l'autre pendant une certaine durée de temps qu'on va définir. Donc par exemple ici on a un rectangle rouge. Et quand je lance l'animation, tac, on voit qu'on a une rotation, on déplace l'élément sur notre page et il change de couleur. Donc déjà pour commencer, on va voir la différence entre une animation et une transition. Parce que c'est deux propriétés en CSS qui vont nous permettre de faire changer un élément d'état, mais qu'on ne va pas utiliser dans les mêmes circonstances. Donc déjà pour commencer, une transition, ça va nous permettre de faire passer un élément d'un état à l'autre, comme une animation, sauf que ça va être une modification très basique, parce qu'on va pouvoir faire changer une seule des propriétés. Donc ça va nous servir quand justement on a une modification très basique, ça va être une transition qui va être, enfin un changement d'état qui va être beaucoup plus fluide et beaucoup plus court dans le code. Au final, en fait, on n'a pas toute la syntaxe qu'on va devoir avoir pour une animation. Ici, une transition, ça va être beaucoup plus simple. Donc voilà, par exemple, ici, notre transition, ça va simplement être de faire déplacer notre élément de gauche à droite sur notre page. Une animation, pour le coup, on va reprendre le même élément. On va l'utiliser quand on a un changement d'état beaucoup plus complexe, quand on a besoin de modifier plusieurs propriétés et qu'on veut pouvoir gérer cette transition, donc les différentes étapes de la transition. Ici, avec du changement d'état. Ici, avec une transition, on a un point A et un point B, et on ne peut pas gérer ce qu'il y a entre les deux. Avec une animation, on va pouvoir gérer les différents états pendant la transition du point A au point B. On va pouvoir mettre des étapes dans ce changement d'état. Par exemple, ici, je vous ai fait un petit exemple d'animation. Voilà, on change de couleur, on change de position, et tout ça avec la même animation. Et donc tout ça en pur CSS, il n'y a pas de JS qui va rentrer en jeu. Nous, on va s'intéresser dans cette vidéo aux animations, on laisse les transitions de côté, on le verra dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Donc nous, on va commencer avec les animations par voir la syntaxe. La syntaxe d'une animation, ça va passer principalement par définir notre animation, et pour faire ça, on va utiliser la règle keyframes. Donc la règle keyframes, ça nous permet de définir le changement d'état de notre animation, de lui donner un nom, et ça va fonctionner un petit peu comme une fonction dans un autre langage de programmation, donc on va pouvoir l'appeler sur différents sélecteurs, etc. Donc les animations, on peut les réutiliser, c'est ça qui est intéressant, on peut définir une fois une animation et la réutiliser sur plusieurs sélecteurs. Donc ici avec une keyframes, on va définir l'état de départ de notre animation, donc from. On va ici par exemple lui donner un carré rouge et on va donner tout, donc l'état final de notre animation. Donc ici ça va être un rectangle bleu. Donc entre ces deux états, on va avoir l'animation qui va se dérouler sur la durée qu'on a définie pour passer d'un carré rouge à un rectangle bleu. Donc on va voir la syntaxe des keyframes. Donc pour créer notre keyframes, on va utiliser la syntaxe des règles en CSS, donc @keyframes. Et là on va pouvoir donner un nom à notre animation. Donc ici j'ai appelé ça myAnimation pour l'exemple. Pensez bien à utiliser des noms qui sont compréhensibles, qui font référence à l'animation qui est utilisée. Donc par exemple, si on a un élément qui se déplace de gauche à droite, on peut l'appeler move left to right ou un truc comme ça. Enfin, quelque chose qui va faire en sorte que la personne qui reprend votre code après comprenne ce que ça veut dire. Il faut toujours que votre code soit le plus clair possible. Donc on a appelé notre keyframes, on lui a donné un nom. Maintenant, on va ouvrir les curly brackets et définir notre point de départ, donc dans from, on ouvre les curly brackets une fois de plus, et là j'ai utilisé donc transform scale x à 0,5. Donc j'utilise transform dans cet exemple-là parce que c'est une règle CSS, une propriété CSS qui est très bien supportée par les animations. C'est un thème que je vais pas aborder, enfin je vais pas approfondir dans cette vidéo, mais il y a des propriétés qui sont plus ou moins bien supportées par les animations, qui vont faire des animations plus ou moins fluides. Donc ici transform, c'est une propriété qui est bien supportée. D'ailleurs si ça vous intéresse, je vais faire une vidéo dédiée justement à quelles propriétés sont plus ou moins bien supportées par les animations en CSS. Pourquoi, vous expliquer le fonctionnement justement du calcul que fait un navigateur sur notre CSS pour savoir pourquoi une propriété est plus ou moins bien supportée. Et cette vidéo, elle sera sur le groupe Discord. Donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe Discord, il est en description de la vidéo. Et donc voilà, je vous attends là-bas. Il y aura la vidéo sur les
propriétés qui sont plus ou moins bien supportées par le CSS, par les animations en CSS qui arrivera bientôt. Voilà, donc ici pour le point de départ, on a défini transform à scale x 0,5 et maintenant on va définir le point d'arrivée, donc tout, et là on met transform scale x 1. Donc il va passer d'un scale x, donc voilà, d'une taille en largeur de la moitié de sa taille de base, et il va arriver à sa taille complète en largeur. Maintenant qu'on a créé notre keyframes, qu'on lui a donné un nom, il va falloir l'appeler sur un sélecteur pour lui donner un élément, cette animation. Donc là, j'ai utilisé le sélecteur de classe, donc j'ai un élément qui a la classe myElement dans mon HTML. Et ici, on va simplement utiliser la propriété animation. On va donner ici en premier argument 2 secondes, donc ça va être la durée de notre animation. Donc ici, je l'ai défini à 2 secondes. On peut utiliser des secondes et des millisecondes, donc ici, pour les secondes, c'est S. Pour millisecondes, ce sera ms. Et en deuxième argument, je vais donner myAnimation, donc le nom de notre animation, de notre keyframe. Ici, on a les deux arguments qui sont obligatoires pour faire fonctionner notre animation. Sans ces deux arguments-là, l'animation va tout simplement pas fonctionner. On va voir maintenant après par la suite plusieurs autres arguments qui sont possibles d'utiliser sur la propriété animation, mais ceux-là c'est les deux seuls qui sont obligatoires. Voilà. Donc maintenant, voyons un petit peu comment va se dérouler notre animation. Tac. Donc là, ce sera sur 3 secondes, je me suis bourré. Voilà. Donc il y a notre animation qui s'est déroulée pendant 3 secondes, elle s'est agrandie. Voilà, on est passé de 0,5 de scale x à 1. Donc voilà, c'est tout simple. Maintenant, avec les keyframes, on va pouvoir faire des choses plus intéressantes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une animation de ce genre-là, on va pas utiliser une animation. Enfin, pour faire un changement d'état de ce genre-là, on va pas utiliser une animation, on va plutôt utiliser une transition parce que c'est une animation très basique, c'est un changement d'état très basique. Là, je vous l'ai fait comme ça pour l'exemple, en gros, pour que ce soit plus clair, pour pas avoir 25 propriétés, mais gardez bien en tête que si vous avez juste à passer d'un état A à un état B, vous utilisez une transition. Voilà. Donc maintenant, avec les keyframes, on va pouvoir faire des choses plus intéressantes, par exemple définir des keyframes entre le point A et le point B, donc le point de départ et le point d'arrivée. On va pouvoir mettre des états transitoires, on va dire, donc ici des keyframes. Ici, je l'ai défini à 25%, vous voyez. J'ai ouvert les curly brackets et on va donner donc notre propriété qui va s'appliquer ici quand on arrivera à 25% de la durée de notre animation. Donc ici, j'ai mis transform scale x. Donc dans ce cas-là, on va avoir notre élément qui va faire de base, donc sur la première frame de notre animation, 0,5 de son scale. Ensuite, il va passer à 25% à 0,1. Et ensuite, il va s'agrandir jusqu'à arriver à 100%, donc à 1. Maintenant, on peut aussi définir, par exemple, ici à 75%, on peut utiliser n'importe quel pourcentage. Et ici, on a défini à 75% qu'on arrive sur un transform scale x à 0,5. Mais vous voyez qu'on l'a déjà défini ici, en première keyframes. Donc sur notre première keyframes, on a déjà ce scale x à 0,5. Donc on redéfinit une deuxième fois la même propriété. Et vous le savez, quand on code, normalement, on se répète pas. On essaye le moins possible de se répéter. Donc là, c'est pas la meilleure façon de le faire, c'est pas le code le plus dry qu'on puisse faire. Donc on va venir effacer ici notre keyframe à 75%. Et on va simplement venir l'ajouter à from, on va faire from, 75%. Et ici, donc, on a défini nos deux keyframes qui auront la propriété transform scale x 0,5. Voilà. Donc on aurait pu aussi faire 25,75 ici si on voulait qu'à 75% on arrive à scale x 0,1. Enfin voilà, vous pouvez rajouter des keyframes simplement en ajoutant des virgules et en ajoutant votre timestamp, on va dire, enfin voilà, votre pourcentage de la durée de notre animation. Donc voyons un peu comment notre animation va rendre. Donc ici on a 0%, on a notre élément qui fait 0,5 de scale x. On passe à 25%, ici on arrive sur le 0,1 de scale x. Maintenant 50%, ça va être l'étape transitoire entre le 25 et le 75%. Donc ici on est entre 0,1 et 0,5 de scale x. On arrive à 75, on revient à 0,5%, enfin à 0,5 de scale x, et on arrive à la dernière frame, donc à 100%, donc 1 de scale x. Voilà. Donc c'est tout simple. Maintenant, on va voir les autres arguments qu'on peut ajouter à notre animation. Donc, on va parler de la timing function. La timing function, en fait, ça va définir l'accélération de notre animation. Ici, je vous ai fait un petit exemple. Ici, on va avoir plusieurs timing functions qui vont être proposées par le CSS. La première, c'est linéaire. C'est la timing function par défaut.
Donc on a une accélération linéaire tout le long de notre animation. L'axe en X va toujours être le temps. Ici, dans notre exemple, ça va être la position ou le scale X, enfin ça va être la modification qu'on va apporter à notre élément. Et ici, par exemple, notre position va évoluer, enfin la position de notre élément va bouger linéairement, donc toujours avec une vitesse constante, tout le long de notre animation. Ici, par exemple, on va avoir aussi ease in, donc on va avoir une accélération très lente au début du déplacement de notre objet, va se déplacer très lentement, puis va accélérer de plus en plus sur la fin. On peut avoir ease out, donc une accélération rapide au début, puis plus lente sur la fin. Et aussi ease in out, donc une accélération lente, rapide, puis de nouveau très lente. On va voir directement comment l'ajouter dans notre code. Donc ici, on le rajoute en deuxième argument, et on va aller voir un petit bout de code pour se rendre compte réellement à quoi ça correspond. Donc voilà, on se retrouve avec un petit bout de code que j'ai fait. Ici, on a donc notre animation qui est défini sur l'élément quand il est ouvert. Donc si vous ne connaissez pas encore les pseudo-classes, très bien. Donc je vous laisse voir la vidéo qui apparaît ici en haut. Donc ici, notre élément en ouvert, il va avoir l'animation qui va être appliquée à lui. Et donc on a notre animation qui fait passer l'élément d'un scale x0,5 à un scale x de 1. Voilà, donc tout simple. Ici, donc on va donner linéaire. Et donc on va voir que notre animation a une vitesse constante. L'agrandissement, disons, de notre élément va être constant. Voilà. Tac. Maintenant, on va aller voir avec easeIn. Donc il va aller lentement au début, puis accélérer sur la fin. Tac, il va lentement, puis il va de plus en plus rapidement. Voilà. EaseOut, ça va être le contraire. On va aller plus rapidement sur le début et plus lentement sur la fin. Donc voilà. Tac. Et par exemple, on va dire, dernier exemple, easeIn out. Voilà. Donc on va aller lentement, rapidement, puis une fois de plus lentement. On va le refaire une petite fois, lentement, rapidement, puis lentement. Donc voilà, on l'a défini en deuxième argument de notre animation. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est le définir dans sa propre propriété. Donc on peut utiliser la propriété Animation Timing Function. Si vous préférez ne pas faire de one-liner et séparer votre animation en propriétés, vous pouvez simplement utiliser la propriété Animation Timing Function. Maintenant, on a d'autres timing functions qui s'offrent à nous. Par exemple, les steps. Ici, les steps, ça va nous permettre de faire des animations qui vont passer d'étape en étape. Donc ça va avancer par marche, par pas, par palier, on va dire. Donc on a deux arguments qu'on doit définir sur les steps. Donc tout d'abord, le nombre de steps qu'on veut dans notre animation, donc le nombre de pas, le nombre de marches, le nombre de paliers, si vous voulez. Donc ici, on le définit sur 4, par exemple. Ici, donc, vous voyez qu'on va avoir, si on représente donc notre animation avec une courbe, on va avoir un premier step ici, tac, deuxième, un troisième et un quatrième. Maintenant, le deuxième argument va nous permettre ici de définir la façon dont nos steps vont se comporter. Donc ici, avec jump start ou start, on va avoir le premier step qui va se faire à la première frame de notre animation. Donc on va voir ça directement dans le code. Ici, j'ai mis start. Jump start et start font la même chose, c'est juste deux façons de l'écrire. Donc ici, on va avoir le premier step directement au début de notre animation. Donc voilà, pour mieux que vous vous rendiez compte du step, si on commence par un step ou pas, j'ai passé mon élément à un transform scale x05 de base. Donc voilà, maintenant si je ouvert, vous voyez qu'on a directement le premier step qui est appliqué à notre animation. Maintenant si je passais sur jump end ou end, donc le premier step ne va pas s'appliquer directement quand j'ai ouvert l'animation. Il va y avoir un petit laps de temps avant que le premier step se fasse. Et le dernier step, tac, ce sera la dernière frame de notre animation. Donc voilà, pour représenter ici par exemple le jump end, on va voir la courbe. Ici on commence par justement aucun step, donc on reste au niveau 0. Tac, on fait un jump, deux jumps, trois jumps. Et à la fin, on a le dernier step qui est fait, mais genre sur la dernière frame de notre animation. Maintenant, il y a deux autres options qui s'offrent à nous. On peut avoir le jump none, donc il n'y aura pas de step au début ni à la fin de notre animation. Mais si on compte le nombre de steps, on en a 1, 2 et 3. Et on en a défini 4 sur notre timing function. Ça, c'est simplement que le CSS, pour pouvoir faire un jump none, il est obligé d'enlever un des steps. Sinon, bah, on en aura toujours un au début ou un à la fin. Maintenant, l'autre option qui s'offre à nous, c'est jump both. Donc on a un step au début et à la fin.
Mais si une fois de plus on compte les steps, on en a 1, 2, 3, 4 et 5, alors qu'on en a défini que 4. Et ça, bah, c'est la même raison qu'avant. Si on veut avoir un step au début et un step à la fin, le CSS il est obligé d'en rajouter un, quoi. Maintenant, on a fini pour les steps et on va passer à la dernière partie de timing function, de notre propriété timing function, et ça va être cubic Bézier. Cubic Bézier, on va le survoler ici dans cette vidéo. Ça nous permet de créer nos propres courbes. Donc, au lieu d'avoir linéaire, ease in, ease out, c'est des courbes de Bézier. Ici, on va pouvoir créer notre propre courbe, donc notre propre courbe d'accélération de notre animation. Ici, je vais le survoler. Si vous voulez, il y aura aussi une vidéo dans le Discord qui sera postée pour rentrer vraiment en détail dans Cubic Bézier, vous permettre de savoir comment gérer vos courbes de Bézier. Donc, simplement, une courbe de Bézier, ça nous permet de créer une courbe qui ne fasse pas des gros steps. Ça nous permet de créer une courbe simplement en définissant deux points. Ici, on va définir avec nos deux premiers arguments la position de notre premier point, donc la position en X et la position en Y. Et donc avec le 3 et 4e argument, on va définir la position de notre deuxième point, donc en X et en Y. Ici, l'axe X, c'est le temps, et l'axe Y, ici, c'est le changement d'état, donc ici, dans notre cas, le scale X. Donc un point important, c'est qu'en X, vous ne pouvez pas donner à la courbe de Bézier une valeur supérieure à 1. Parce qu'ici, en X, on va de 0 à 1. Donc ne donnez jamais en X, que ce soit sur le premier point ou sur le deuxième point, une valeur supérieure à 1, parce que ça va tout simplement pas fonctionner, parce qu'on ne peut pas avoir une valeur qui est supérieure au temps de l'animation. En Y, pour le coup, vous pouvez donner des valeurs supérieures à 1. 1 va correspondre à la la position maximale ou le changement d'état maximal. Si vous mettez une valeur supérieure à 1, vous allez avoir une animation qui va dépasser le changement d'état. Donc par exemple, si on va d'un point A à un point B, et ben lui il va dépasser le point B pour y revenir à la fin. Au final, on arrive toujours sur la dernière frame, mais si on met une valeur en Y sur une de ces deux valeurs-là, qui est supérieure à 1, on va dépasser ce point-là B. Donc ici, on va voir avec un petit exemple dans le code directement pour mieux se rendre compte. Donc voilà, cubic Bézier, ici on va donner donc 1 par exemple. Donc ça c'est le x de notre première valeur. Ici disons par exemple 2. Ici on va dire 0,5 et ici 1. Donc voilà notre rectangle de base. On va faire l'animation, tac, et on voit qu'on dépasse la taille maximale du rectangle. Donc le scale x1 est dépassé, on passe à scale x 1.5 ou je ne sais quoi, mais on le dépasse parce que ici notre valeur y est supérieure à 1. Voilà. Donc j'en reparlerai plus précisément dans une vidéo dédiée au cubic Bézier, mais justement sur le groupe Discord. Donc voilà, maintenant on a fait le tour des timing functions, on va passer maintenant à la troisième valeur, donc le troisième argument qui est possible de définir sur notre animation, ça va être le délai. Donc le délai, ça va simplement définir un délai avant que l'animation soit lancée. Si par exemple on a une animation qui se déclenche quand l'élément est hover, on va hover et au bout de ici 3 secondes, notre animation va se déclencher. Donc on va avoir un petit exemple ici. On a ici notre élément qui va se déplacer de gauche à droite. Et maintenant je lance l'animation, tac. Vous voyez qu'il y a un temps avant que, donc il y a nos 3 secondes avant que l'animation se déclenche. Et ensuite donc les 2 secondes de l'animation qui sont respectées. Voilà. Donc c'est tout simple, c'est simplement un petit délai. Vous pouvez le définir en secondes ou en millisecondes une fois de plus, donc avec S ou MS. Voilà. Maintenant, on va voir le quatrième argument de notre animation, de notre propriété animation, ça va être le nombre d'itérations que va faire notre animation. Donc une itération, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le nombre de tours, en gros, pour la faire simple, que va faire notre animation, combien de fois elle va être déclenchée. Donc ici, on le définit sur 3, on va aller voir ça avec un petit bout de code. Tac, je vais enlever ça, et je vais simplement définir ici à 3. Donc on va réduire un petit peu, parce que sinon ça va prendre trop longtemps. Tac, une seconde. Et on va avoir notre animation, quand on voit la hover, qui va se lancer 3 fois. Donc 1, 2 et 3 fois. Ici, si j'enlevais ça, on aurait simplement une fois. Voilà. Donc ça nous permet de définir le nombre d'itérations. Par défaut, c'est 1, et on peut en mettre autant qu'on veut. Si je mets 10 fois, là, ça va tourner 10 fois. Bon, je ne vais pas attendre 10 secondes au-dessus, mais voilà. Maintenant, on peut aussi le définir justement comme n'importe quelle propriété de notre animation avec la propriété Animation Iteration Count. Donc je disais, pour chaque argument de notre animation, on a soit la possibilité de le définir directement
comme argument de la propriété animation, soit de le définir avec sa propre propriété. Donc ici c'est animation iteration count. Et maintenant on va passer à la direction, donc le cinquième, si je ne me trompe pas, argument de notre animation. La direction, ça va simplement dire dans quelle direction notre animation va se passer. Donc de base, on est sur normal par défaut. Donc on va passer de from à to. Donc on a une fois de plus la propriété animation direction pour le définir, si on peut faire en one-liner. Maintenant, si on passe à reverse, on va aller de to à from. Donc on va voir ça avec un peu de code. Donc voilà, on revient sur notre petit code, et si on fait reverse, tac, au lieu de passer de petit à grand, enfin donc de 0,5 de scale x à 1, on va passer de 1 de scale x à 0,5 quand je vais ouvert. Donc vous voyez que l'animation se fait dans l'autre sens. Maintenant, on a d'autres propriétés, enfin d'autres arguments qui sont possibles de définir sur la propriété animation direction. On a donc vu normal, donc dans le sens normal, reverse, et maintenant il y a alternate. Donc alternate, ça va nous servir quand on a des itérations, parce que sinon, on va le voir, on s'en rend pas compte. Donc ici, si je mets juste alternate, vous voyez qu'on a simplement notre animation qui se lance normalement, dans le sens normal. Si maintenant je rajoute des itérations ici, on va dire 4 itérations, on va voir ce qui se passe, tac, et en fait on passe de from à to, puis de to à from. Donc une itération, c'est pas un aller-retour, c'est simplement un aller ou un retour. Donc ici on a 4 itérations, donc on voit qu'on a 1, 2, 3 et 4. Voilà. Maintenant, on a vu alternate, on a normal, reverse, alternate, et la dernière proposition, c'est alternate, reverse. Donc simplement, en fait, on va, au lieu de commencer ici, alternate, ça nous est commencé de from à to, puis de to à from. Maintenant, on va commencer de to à from, puis de from à to. Voilà. Donc ici, normalement, on devrait réduire la taille de scale x1 à scale x05, puis réagrandir de scale x05 à scale x1. Donc si on va voir, tac, on réduit bien au début, on agrandit, on réduit et on agrandit. Voilà pour direction. Maintenant, donc voilà, alternate reverse. Maintenant, on a le fill mode. Fill mode, ça va définir l'état de notre animation, enfin l'état de notre élément avant le début de l'animation, donc pendant le délai, et à la fin de notre animation, après la durée de notre animation. Ici, on a de base le fill mode none. On peut avoir le fill mode backward. Donc on va aller voir dans le code ce que ça donne. Donc pour bien se rendre compte, on va mettre un délai avant le début de notre animation. Et on va mettre notre élément, on va lui donner un transform 0.2. Voilà. Donc de base, notre élément est à 0.2. Qu'est-ce qui se passe quand on a un fill mode à none? On a pendant les 2 secondes de délai, on garde le transform de scale x à 0.2. Maintenant, si je lui donne la valeur backwards, on va voir ce qui se passe. Pendant le délai, on prend la première frame. Il respecte en fait le transform qu'on a défini sur le from pendant le délai. Donc voilà. Ici, voilà, tac, on a le délai et on respecte pendant le délai. Maintenant, la deuxième option qui s'offre à nous, ça va être forwards. Forwards, en fait, ça va nous permettre de respecter la dernière frame de notre animation à la fin de notre animation. Donc on va revenir, on va l'effacer pour l'instant, et on va voir ce qui se passe à la fin de notre animation de base. Tac, on a le délai, tac, et à la fin de notre animation, on revient à respecter transform scale x02. Donc ici, si je mets forward, ici, on va faire notre animation, tac, pendant le délai, il ne se passe rien, et à la fin de notre animation, on reste sur la dernière frame. Donc il respecte toujours l'animation sur la dernière frame. Ici, si j'enlève, si je suis plus over, ça ne respecte plus, hein, parce qu'on n'est plus sur animation. Maintenant, une autre option qui s'offre à nous, ça va être both. Donc ici, au début, on respecte la première frame, et à la fin, vous voyez qu'après la seconde d'animation, là, on respecte la dernière frame. Donc ça va faire les deux, ça va faire backward et forward. Donc voilà pour les fill modes. Maintenant, on va voir le dernier argument de l'animation, ça va être le play state. Donc soit c'est sur pause, soit, donc on peut aussi le définir avec la propriété animation play state, soit c'est sur pause, soit c'est sur running. Donc qu'est-ce que ça va faire? Simplement, ça va mettre en pause ou ça va mettre en play notre animation. Donc on va voir à quoi ça sert, parce que juste comme ça, on peut se dire, bah moi j'ai toujours envie que mon animation soit en train de run. Je vois pas pourquoi je voudrais qu'elle soit arrêtée.
Donc ici, ce qu'on va faire, on va mettre notre animation directement sur notre élément. Tac. Donc quand elle est sur notre élément, elle va se lancer directement à l'ouverture de notre page. Hein. Dès qu'on va refresh, ça va se lancer, l'animation. Et on va lui donner 10 itérations pour avoir le temps. Voilà. Et ici, on va mettre Animation Play State. Donc vous l'aurez compris, hein, Animation Play State, par défaut, elle est définie sur Running. Et ici, on va mettre sur Paused. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Notre élément, quand il va être ouvert, il va mettre en pause l'animation. Donc on va relancer là, parce que les 10 itérations sont passées. Tac. Donc il y a notre élément qui fait ses itérations, qui est en train de running. Et maintenant, quand on le survole, il se met en pause. Tac. Et quand on arrête de le survoler, il arrête de se mettre en pause. On fait voir si j'arrive à... Voilà. Donc notre animation run jusqu'à ce que notre élément soit ouvert. Donc voilà, ça peut nous servir. On peut utiliser plusieurs pseudo-classes, etc. pour mettre en pause notre animation. Ça peut être pratique dans certains cas. Donc voilà, maintenant vous connaissez tous les arguments qu'on peut utiliser sur les animations. Vous pouvez tous, bien sûr, les utiliser ensemble. Hein. Là, je les ai fait un par un pour que ce soit plus clair. Mais ici, on peut mettre both, disons both. Ici, par exemple, on pourrait mettre linéaire et 3 secondes. Donc voilà, on a plusieurs arguments qui sont définis sur notre animation et on peut bien sûr tous les utiliser en même temps. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous raconter sur les animations. J'espère que la vidéo était claire, que vous avez tout bien compris. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner et surtout à rejoindre le groupe Discord. Il y aura donc les vidéos sur ce dont je vous ai parlé dans la vidéo, qui seront donc les cubiques Bézier et les propriétés qui sont le mieux respectées par les animations, qui seront postées là-bas. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!